pour que les résultats provisoires du second tour du scrutin présidentiel de Côte d'Ivoire n'aient pas pu être donnés dans le délai de 3 jours, tel que prévu par la Constitution ivoirienne. Malgré les commentaires et analyses qui ont fusé de partout, le ministère reste entier, un ministère qu'il convient de remercier. Seuls les membres de la commission centrale de la CEI peuvent décider l'image qui a bien illustré cette absence de consensus au sein de la CEI, dont on continue de parler encore après le coup du monde et reste gravé dans la mémoire collective. Vous comptez de comprendre cette scène inédite de ce mardi 30 novembre 2010 dans les locaux de la CEI. Nous recevons un de ses acteurs principaux, Damana Picache, commissaire central de la CEI. Bienvenue à vous, chers invités. Afin de plonger tout le monde dans le sujet, je propose qu'on revoie ces images de scoop qui ont fait les médias. On va regarder. Parmi les blocages qui ont empêché la commission électorale indépendante de donner les résultats du deuxième tour de l'élection présidentielle de Côte d'Ivoire, un dysfonctionnement dans la transmission des résultats par palier. Voilà, c'était un résumé fait par notre confrère Mambouabé. Damana Picache, la question que l'on se pose après avoir regardé ces images-là, c'est bien évidemment, pourquoi en êtes-vous arrivé à une telle scène, vous me donnez ainsi un spectacle? Ok, merci M. Herman Aboua. Je suis ici sur le plateau en tant que commissaire central de la CEI et je suis sous serment. Voilà, nous avons prêté serment pour accomplir une mission du service public au profit de l'État de Côte d'Ivoire, au profit des Ivoiriens. Et nous avons cette obligation-là de dire exactement la vérité et de faire notre travail en toute conscience. C'est vrai que vous n'êtes pas dans les locaux de la CEI. Oui, je ne suis pas dans les locaux de la CEI, mais cette obligation de réserve me poursuit partout. Même après la cessation de ma mission au sein de la CEI. Allez-y. Mais vous savez, la situation que nous vivons est tellement grave que l'État en lui-même est en péril. Et il n'y a pas d'intérêt au-dessus de l'intérêt de l'État. C'est pourquoi je voudrais d'abord faire cette précision, voilà, pour que ce soit bien clair. Voilà. C'est pourquoi nous avons décidé, en toute responsabilité et en connaissance de cause, de venir dire exactement, voilà, pas pour défier cette obligation de réserve, mais de venir dire exactement, au nom de la soif d'information du peuple de Côte d'Ivoire, de venir dire exactement ce qui s'est passé, pour que chacun soit situé. On revient à la question alors. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé pour ces images-là? Pour ces images, comme vous avez pu le constater, avec les explications données par le commissaire Topa, les résultats qui s'apprêtaient à être proclamés par le porte-parole de M. Bamba Yakouba n'avaient pas été tous consolidés par la commission centrale de la CEI. Voilà. Ce jour-là, nous avons travaillé de 8 heures jusqu'à pratiquement 18 heures. Voilà. On a pu consolider certaines régions, certains départements. D'autres, par contre, avaient fait l'objet de dissensions graves. Il n'y avait pas d'accord sur ces régions-là. Et donc, on a été surpris, en tout cas en commission centrale, d'apprendre que M. Bamba Yakouba s'apprête à proclamer des résultats. Moi, personnellement, j'ai interrogé la commission centrale. Est-ce que les commissaires sont informés de ce que M. Bamba Yakouba s'apprête à proclamer des résultats? En tout cas, dans l'ensemble, tout le monde a marqué son étonnement. Dans ce cas, j'ai proposé qu'on aille chercher M. Bamba Yakouba pour qu'il vienne, pour que nous puissions confronter les résultats qu'il a. Est-ce que c'est ceux sur lesquels nous sommes tombés d'accord? Est-ce que les chiffres sont exacts? Pour que toute la commission centrale soit au même niveau d'information avant que la proclamation ne se fasse devant les médias. Mais comme personne ne semblait se mouvoir, personne ne semblait bouger, nous avons donc décidé, le commissaire Toupa et moi, d'aller à la rencontre de M. Bamba. Et donc en partant rencontrer M. Bamba Yakouba, c'était pour lui demander sagement de venir pour que ensemble, au niveau de la commission centrale, nous puissions vérifier ce qui a été proclamé. Malheureusement, il n'a pas voulu entendre raison et la scène qui s'est produite s'est produite.
À laquelle s'est produite, on parle de résultats à consolider. En quoi cela consiste en réalité? Vous savez, lorsque les commissaires vont en mission, voilà, lorsqu'ils vont superviser les élections dans les régions, lorsqu'ils viennent, il faut qu'ils fassent un exposé. Ils font un exposé devant la commission centrale, voilà, qui vérifie les chiffres, qui vérifie le suffrage exprimé, qui vérifie le score des différents candidats, qui analyse aussi les conditions dans lesquelles le scrutin s'est déroulé, vérifie le PV, les signatures, les procès-verbaux, les signatures, les représentants des candidats. On voit en fait si le scrutin s'est déroulé normalement. Et s'il y a des zones d'ombre, on demande aux commissaires superviseurs d'approfondir la réflexion là-dessus. Voilà. Donc c'est ce travail-là auquel nous nous livrons en commission centrale. Et une fois que ce travail est achevé, nous présentons les résultats que nous avons aux représentants des candidats. Voilà, pour leur montrer, pour qu'ils puissent aussi prendre connaissance de ce qui a été fait. Et donc c'est après ça que nous procédons maintenant à la validation et nous annonçons ça au public. Voilà, encore ensuite le travail de consolidation des résultats. Et cette procédure n'a pas été respectée dans cette façon de proclamer le résultat par Baba Yacouba, le porte-parole? Oui, comme je le disais, comme je l'ai dit tantôt, nous avons travaillé toute la journée du mardi, nous sommes tombés d'accord sur un certain nombre de régions. Si d'autres par contre, nous ne sommes pas tombés d'accord. Et quand c'est comme ça, on approfondit la réflexion, on approfondit les discussions. Et on recourt même souvent à l'arbitrage du président de la Syrie. Voilà. Et ça n'a pas été fait. Voilà, ça n'a pas été fait. Et donc nous avons été surpris d'apprendre que M. Baba Yacouba s'apprête à proclamer des résultats. Mais quel résultat il va proclamer? Est-ce le résultat sur lequel il y avait une distorsion? Est-ce le résultat que nous avons consolidé? Nous ne savons pas. Nous n'avons été informés de rien du tout. Vous savez, avant même que le résultat ne soit rendu officiel, tous les commissaires centraux que nous sommes avons une copie de ces résultats-là. Avons une copie de ces résultats. En l'espèce, nous n'avons rien reçu. C'est pourquoi nous avons marqué d'ailleurs notre étonnement. Mais pour mieux comprendre notre réaction, il faut remonter même à la veille, le lundi. Le lundi, M. Baba Yacouba avait de façon unilatérale procédé à la proclamation des résultats de la diaspora sans avoir même informé la commission centrale dans son ensemble. Moi, je suis arrivé du moyen que nous suivons le lundi, en principe, suivant le mode opératoire que nous sommes donnés nous-mêmes, il était question, en arrivant de mission, de trouver un dossier où il y a tous les résultats classés de chaque commission centrale, pour que nous soyons au même niveau d'information. Voilà. Quand nous sommes arrivés, effectivement, ce travail n'avait pas été fait. Voilà. Donc, M. Baba Yacouba a poursuivi la responsabilité unilatérale de proclamer le résultat de la diaspora. Et j'ai encore interpellé la commission centrale sur le risque que cette façon de faire nous exposer aux couches. Parce que les résultats sont quelque chose d'extrêmement important, d'extrêmement sensible. Pour que dans ce contexte-là, un individu, fût-il porte-parole ou commissaire, puisse arranger le droit d'aller proclamer des résultats sans même un moment de consolidation. Les représentants des candidats n'ont même pas eu connaissance de ces résultats. Certains même avaient commencé à protester parce que les résultats qu'ils avaient n'étaient pas à conformité avec ce que M. Baba Yacouba a proclamé. Voilà. Et c'est pour éviter ce genre de situation que la CENI s'est donné les moyens de garantir la transparence, la justice dans tout ce qu'elle faisait. Et cela a été fait en violation du mode opératoire que nous sommes proclamés. Et j'ai attiré l'attention de la commission centrale là-dessus. On dit attention, si ça persiste, on risque d'avoir des problèmes. Alors, j'ai bien envie de savoir le mode de fonctionnement allié au sein de la commission centrale. Quelle est la voie de délibération que vous avez choisie pour consolider les résultats, pour les valider? Le mode de décision, le mode de décision, c'est la voie de consensus. Voilà, c'est la voie de consensus. Vous savez que nous traversons des moments de turbulence, voilà, et puis il y a la composition de la commission électorale indépendante qui ne fait pas équitable, pour que les choses se fassent avec
l'accord, l'assentiment de tous et que tous les commissaires se retrouvent pleinement dans ce qui est fait, on a décidé de façon autonome d'utiliser le mode consensuel comme mode de prise de décision. C'est-à-dire que lorsque une question est posée en commission centrale, nous débattons, ça prend le temps que ça prend pour parvenir à un minimum d'accord. Voilà. Et c'est lorsque cet accord est obtenu, donc nous validons, que nous prenons la décision. Voilà. Donc c'est comme ça que nous avons toujours fonctionné. Et sur les questions post-électorales, les questions d'enrôlement, de liste électorale, c'est vraiment ce mode-là qui a contribué au prise des décisions. À ce niveau, je voudrais qu'on s'arrête un peu sur la composition même de la CEI. On va peut-être parler de l'organe central, la commission centrale, et puis parler un peu des démembrements. Quelle est la qualité de chaque membre de cette commission-là? Et puis, par quel procédure ces membres ont été choisis? Oui, il faut dire que nous sommes 31 commissaires centraux qui avons été nommés par décret du président de la République. Nous représentons qui des groupements politiques, les signataires de l'accord de Marcoussis, qui les mouvements rebelles, voilà, savoir le MPIGO, le MPCI, le mouvement des lettres rébellions. Voilà, le mouvement des lettres rébellions. Comme ça, avant donc on a deux représentants du MJP, deux représentants du MPIGO, deux représentants du MPCI, deux représentants du RDR, deux représentants du LFA, deux représentants du PDCI, et deux représentants de l'UDC, deux représentants de l'UDPCI, deux représentants du FPI. Ça concerne les groupements politiques. Et puis il y a aussi les institutions de la République qui sont l'Assemblée nationale, un représentant, le président de la République un représentant, le ministère de l'Intérieur deux représentants, le ministère de la Défense un représentant, le ministère de l'Économie et des Finances un représentant, puis les groupes sociaux professionnels organisés, tels que le Conseil supérieur de la magistrature, deux représentants, le BAO, deux représentants. Je crois qu'on le compte hier. Quand on arrive là, on arrive au deuxième tour, on voit qu'il y a deux partis. Deux camps ensuite, vous voulez bien opposer le camp RHDP et le camp LMC. Si on veut parler en termes de système de groupements politiques qui composent la CEI, quelle est la balance? Il faut dire que la CEI, comme je l'ai dit tout à l'heure, la CEI, sous cette conception, sous cette balance-là, est fortement dominée par le RHDP. C'est ce qui traduit la prise de consensus sur certains points. Oui, non, justement, c'est ce qui a fait que on a décidé de délibérer par voie de consensus. Parce que si on choisissait d'autres voies, telles que la votation par exemple, voilà, les deux seraient plutôt au départ. Voilà. Donc c'est pour éviter qu'il y ait des cris, qu'il y ait des palabres, que nous avons décidé au maximum d'utiliser la voie du consensus, du débat interne, de la discussion interne. Parce qu'on se dit qu'avec la force de l'argumentation, on peut amener les positions même les plus irréductibles à progresser vers un accord minimal. Ok. Qu'est-ce qui a donc posé problème? Ce qui a posé problème, comme je l'ai dit, c'est la violation du mode opérateur que nous sommes nous-mêmes imposés. Nous sommes imposés. On a dit, avant que les résultats ne soient proclamés, il faut que ces résultats-là fassent l'objet d'accords, ce qu'on appelle la consolidation. Et pour le tout, c'est comme ça qu'on a travaillé. Et il n'y a pas eu de problème. Voilà. C'est comme ça qu'on a travaillé et il n'y a pas eu de problème. Il faut que ces résultats fassent l'objet d'accords, de consolidation de la part de l'ensemble des commissaires centraux. Voilà. Après la consolidation, il fallait maintenant croiser le résultat des travaux qui sont manuels, qui sont physiques, avec la transmission électronique. Donc gérée par l'opérateur technique 6. Voilà. Il faut dire qu'on a adapté ces deux méthodes de travail, la méthode manuelle et la méthode électronique. Pour aller un peu vite. Donc, lorsque nous finissons au niveau de la commission centrale, nous croisons maintenant le résultat des travaux avec ceux de l'opérateur technique 6 qui lui a opté pour ce qui du volet transmission électronique. C'est après ça que nous procédons maintenant à l'arrêt des résultats définitifs
qui sont proclamés provisoirement. Ils sont quand même proclamés provisoirement. Avant d'arriver au contentieux, en ce qui concerne les localités à problème sur le territoire ivoirien, je voudrais qu'on parle du scrutin des Ivoiriens de France. Pourquoi au premier tour, comme au deuxième tour, l'on a invalidé au sein de la CEI le vote de France? Au premier tour, on a invalidé le vote dans toute la France parce que simplement, et cela au regard du rapport à nous présenté par le commissaire superviseur M. Banda Yakouba, qui est le porte-parole de la CEI. Au regard de ce rapport, il nous a dit qu'il y avait des violences, d'une extrême gravité dans le bureau de vote à Paris. Voilà. Et donc, c'est ce qui a entraîné l'invalidation du scrutin dans toute la France. Et on arrive au deuxième tour, et le scrutin en France aussi est invalidé. Oui. Ça n'a pas réglé le problème qui se posait pour préparer un bon deuxième tour au niveau de la France? Oui, enfin, je ne suis pas le superviseur de la France, donc on n'a pas eu l'occasion même de débattre de la question de la France. Et donc, on a été mis devant les faits accomplis. Voilà. On a été mis devant les faits accomplis. Et au second tour, à la fin de la proclamation des résultats de la diaspora, nous-mêmes nous sommes rendus compte que ceux de la France ne figuraient pas encore. Voilà. Et aujourd'hui, moi en tant que commissaire central, si vous me demandez pourquoi les résultats ont été invalidés dans toute la France, je ne saurais vous le dire. Comment ça? Parce que simplement, on n'a pas été informé. Ça a été fait à notre insu. Ça a été fait à notre insu. Voilà pourquoi je disais qu'il y a eu des choses pas trop claires. Voilà. Il y a eu des pratiques pas trop claires. Ça a été fait à notre insu. Bon, mais supposons sur l'instant qu'il y ait effectivement, comme l'a présenté notre commissaire superviseur, qu'il y ait des violences dans le bureau de vote de Paris. Mais au minimum, quand on valide le sujet, uniquement dans ce bureau de vote à Paris, dans toute la France. Parce que la France, il y a plusieurs bureaux de vote. C'est-à-dire que la Feuille, Lyon, Lille, Toulouse, où le scrutin est donné normalement, sans problème. Mais pourquoi, pour le simple fait qu'il y a des trucs dans certains bureaux de vote dans un pays comme la France, on invalide tout le scrutin de la France? Vous n'avez pas compris ça? Vous n'avez pas compris ça? Vous avez demandé des explications, on ne les a pas fournies. Voilà. Est-ce la même jurisprudence que vous réclamez pour les localités à problème sur le territoire ivoirien? Bon, il faut dire que, effectivement, on a été mis devant le fait accompli au niveau de la France, et donc nous avons pris acte de cela. Voilà, nous avons pris acte de cela. Donc quand on a commencé à analyser les résultats, région par région, quand les commissaires superviseurs régionaux des missions, effectivement, on n'a pas tombé d'accord sur certaines régions, notamment les régions du Nord, de la vallée du Bandama ou du Nord. Là où le rapport des observateurs internationaux, le rapport des membres du CCI, là où on a eu des témoignages, des images qui ont attesté d'une violence extrême, qui ont attesté de violences graves, qui ont attesté de menaces, et qui nécessairement ont eu un impact sur la sincérité du scrutin. Nous avons dit, pour un fait de ce genre-là, il n'est pas normal que nous puissions fermer les yeux là-dessus. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que c'est la CEI qui organise et supervise les élections. C'est la CEI qui convoque à travers le décret du président de la République les Ivoiriens, le collège électoral, au vote. Voilà. Et la CEI a pour mission d'organiser des élections justes, transparentes, libres, sincères et démocratiques. Cela suppose que l'environnement électoral, c'est un slogan de premier tour. Oui, cela suppose que l'environnement électoral nous préoccupe beaucoup. Et nous avons cette obligation-là d'organiser les élections dans un climat apaisé, dans un environnement sécurisé. Voilà. On ne peut pas convoquer des électeurs à un vote, à un scrutin, et puis, au sortir de ce vote-là, on voit
des gens qui ont été amputés d'un bras, avoir des gens qui ont été poignardés, avoir des gens qui ont reçu des impacts de balles réels, et puis fermer les yeux là-dessus. Ce n'est pas responsable de la part de la Chine. Ce n'est pas responsable de la paix. D'autant plus que ces violences-là ont contrarié l'équité, la transparence, la liberté et la sincérité du scrutin. À partir de cet instant, on ne peut pas dire qu'il y a eu vote dans ces zones. On peut pas dire qu'il y a eu élection dans ces zones. Voilà. Donc, voici ce qui a entraîné un peu le blocage au niveau de la commission centrale. Certains commissaires avaient souhaité qu'en dépit des violences qui sont évidentes, en dépit des menaces, en dépit des bourrages d'eau, on puisse tout enregistrer, voilà, on nous met à la poste, et puis faire passer ça. C'est un jeu. Non. Le raisonnement peut apparaître logique, mais au nom de ce que nous avions pour responsabilité d'organiser des élections apaisées, des élections sécurisées, juste transparentes et équitables. On ne peut pas passer là-dessus. Surtout que la veille, la CEI elle-même a invalidé certains résultats pour violence, notamment les résultats de force. La CEI a invalidé ces résultats pour violence dans le bureau de vote de Paris. On ne comprend pas ce qui a pu se passer entre le lundi et le mardi pour que pour une même situation, la CEI ait deux comportements différents. On nous a pas donné cette réponse. Voilà. Et c'est ce qui a vraiment créé le blocage, puisque au plus partie, nous voulons faire des concessions. Mais je dirais que nous avons agi en référence de ce qui a été fait la veille. Voilà. En refusant, ils ont créé une jurisprudence. Voilà. Une jurisprudence qui nous a servi à résoudre les situations qui sont arrivées posteriorement. Donc, voici un peu pourquoi on n'a pas pu nous entendre, pourquoi on a été bloqué dans notre fonctionnement, jusqu'à ce que nous soyons sortis. Certains parlent aussi de près de 2000 procès-verbaux qu'aura refusé le logiciel de 6, l'opérateur technique prévu pour le comptable électronique. Qu'en est-il en réalité? Oui, effectivement, 2000 procès-verbaux n'ont pas pu être enregistrés par le logiciel de 6, certainement des procès-verbaux frauduleux parce que le logiciel est conçu de telle sorte que quand il y a des fraudes dans le bureau de vote, le logiciel le refuse. Voilà, donc 2000 PV ont été rejetés par le logiciel de 6. C'est pourquoi on n'a même pas eu l'occasion de confronter les résultats manuels avec les résultats électroniques produits par SIMS. Voilà. Produits par SIMS. Au niveau de la commission centrale, on a présenté que SIMS avait été défaillant. Et plus tard, on s'est rendu compte que SIMS avait écrit un courrier de protestation parce qu'il avait été empêché dans certaines localités même de travailler. Et c'est plus tard, après le film, les recherches que nous avons découvert, ce courrier. Or, le niveau opératoire, on demandait qu'on puisse confronter, qu'on puisse croiser les chiffres manuels, physiques des commissaires centraux avec les chiffres électroniques des SIMS. Et c'est à partir de ce croisement qu'on aurait les résultats définitifs à proclamer devant la nation. Mais ça n'a pas été fait. Et ces 2000 PV qui n'ont pas été reconnus, voilà, par le logiciel de 6, et ça se donne la majoration de près de 620 000 voix au profit d'un candidat. 620 000 voix qui sont sortis de nulle part et qui ont visiblement faussé la sincérité du scrutin. C'est ce qui fait influence sur le taux de participation. Bien sûr, parce que à Abel-Bourou, entre midi et 14 heures, quand je faisais le point du taux de participation, on était à 60%. On était à 60%. Donc quand on dit que le scrutin à 18 heures, effectivement le taux de participation aussi entre 69 et 70%. Et c'était le chiffre du départ. Voilà. Donc à 15 heures même du scrutin, du Rambon, je ne sais plus, le vice-président Mamadou est revenu sur 70%. Voilà, 70% du taux de participation. Et nous sommes surpris, et nous reviendrons aussi par la suite, que dans les résultats qu'on proclame, on est à 83%.
sera très fort. Je voudrais qu'on regarde pour nous en convaincre et ce document réalisé par notre confrère Mambouabé, accueilli différemment sur le réalisateur. Si d'après il peut nous proposer ce reportage signé Mambouabé. Les résultats n'ont pas été consolidés par la commission centrale de la CEI. Parmi les blocages qui ont empêché la commission électorale indépendante de donner les résultats du deuxième tour de l'élection présidentielle de Côte d'Ivoire, un dysfonctionnement dans la transmission des résultats par palier. Exemple, les résultats de la vallée du Bandama, dont voici le procès verbal original. Livrons-nous à un petit jeu de calcul des voix du docteur Alassane Dramane Ouattara, candidat du RDR soutenu par le RHDP. À Kapiola, le candidat Alassane Dramane Ouattara a 38 416 voix. À Boaké, il en a 42 070. À Béoumi, 19 058. À Tabakala, 34 398. Et à Sakassou, 15 656. La somme de ces résultats donne un total de 149 598 voix pour le candidat du RDR dans la vallée du Bandama. Mais les chiffres transmis à la commission électorale indépendante centrale logée à Abidjan par la commission électorale régionale de Boaké donnent 244 471 voix au candidat le docteur Alassane Dramane Ouattara en lieu et place des 149 598 voix qui sont le vrai total, soit un surplus de 94 873 voix. Toute chose qui a heurté le bon sens logique de certains commissaires de la CEI et certainement du président Youssouf Bakayoko, en plus de tous les événements qui ont empêché le scrutin de se dérouler dans des conditions démocratiques. Du coup, le nombre de votants dans la vallée du Bandama, qui est la somme de suffrages exprimés dans cette région et de bulletins nuls enregistrés, est de 184 077 voix, pendant que les suffrages exprimés eux-mêmes sont de 286 260 voix. Les suffrages exprimés seraient donc supérieurs au nombre de votants. Le Conseil constitutionnel arrivera-t-il à dénouer ce nœud gordien? Tous les regards sont désormais tournés vers cette haute juridiction de l'État de Côte d'Ivoire. C'est un reportage signé Mambouabé qui avait signé ce document. C'était bien avant que le président du Conseil constitutionnel ne proclame les résultats définitifs. Je voudrais vous demander, dans mon application en tant que commissaire central de la CEI, que vous inspire ces images que vous venez de voir, ces faits-là. Ça confirme un peu ce que j'ai dit tantôt. Voilà. Sur le fait que le scrutin au centre, dans la vallée du Bandama, et d'Alidon, il ne s'est pas déroulé selon les règles de l'art. Voilà. Il y a eu des violences, il y a eu même des bourrages durs. Voilà. Il y a eu des bourrages durs au profit des candidats. Et ça a donné ces scores-là que malheureusement leurs auteurs n'ont pas pu mettre en adéquation avec le chiffrage exprimé. Voilà. Donc c'est un peu dans ces conditions-là que s'est déroulé le scrutin dans le Nord. Donc, comme je l'ai dit, ça n'a pas été un vote sincère, un vote libre, un vote transparent et démocratique. Et dans le cas d'espèce, je crois que le Conseil constitutionnel a fait le travail qu'il fallait. Comment on peut vérifier ces irrégularités dans les faits? Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on peut bourrer des zones, on a vu de bien comprendre cela. Comment ça peut se faire? Écoutez, je ne suis pas spécialiste de voilà, mais je veux dire que juste un avis, c'est des choses qui se font, qui sont faisables. En ce qui concerne le cas de la vallée du Bandama et des zones du Nord, par exemple, moi, en milieu d'après-midi, on m'a signalé depuis ma mission à Wamcheko que les représentants du candidat Laurent Gbagbo avaient été vidés des bureaux de vote. Ils ont été vidés des bureaux de vote. Il y avait 8 représentants de Gbagbo dans les bureaux de vote. Et donc, le champ était donné libre, voilà, aux hommes de Ouattara de faire ce qu'ils veulent. Donc, vous savez qu'en la matière, voilà, quand il n'y a plus de représentants, quand il n'y a plus de surveillance crédible, parce que ce qui crédibilise aussi ce que nous faisons, c'est que ça se fait sous l'autorité, sous le regard vigilant des représentants des candidats.
voilà, qui à la fin approuve leur signature pour matérialiser que ce qui s'est fait de façon transparente. Donc, il faut dire que, en ce qui concerne Boaké, les représentants du candidat Laurent Gbagbo ont été chassés, ces électeurs ont été violentés, et donc, c'était un vote à sens unique. À sens unique. Donc, c'est des choses qui sont courantes, c'est des choses qui sont possibles. Et je crois que ce n'est pas la première fois que ça se fait, M. Herman Labois. Vous êtes en train de voir ici, vous avez aussi des pratiques dans le parti unique. Voilà, donc, ce qui s'est passé là n'est pas dans le parti unique. Pendant vos discussions de délibération de consolidation des résultats provisoires, quelle était la position de votre président? On a besoin de savoir quel avis. Le président, en tout cas, il était très serein, très impartial comme à son habitude. Voilà, il n'a pas assisté aux délibérations. Il n'assistait pas, il était retranché dans son bureau. Voilà, donc, quand nous sommes avancés sur certains dossiers, il vient de temps en temps voir le niveau d'avancement des travaux, et puis bon, il se retrouvait dans son bureau. Donc le président lui-même n'a pas assisté en tant que tel aux délibérations. N'a pas assisté en tant que tel jusqu'à minuit, ce mercredi 1er décembre 2010. Non, jusqu'à peu avant minuit, alors que nous n'avons pas encore fini de travailler. Voilà, nous n'avons même pas encore fini d'analyser toutes les régions. Nous avons appris que les résultats du deuxième tour étaient livrés sur certains seuls travailleurs. Et cela avait pour effet de créer un peu la confusion. Donc nous avons fait venir le président et nous avons soumis cette situation. Et la commission centrale a demandé au président d'aller faire un démenti. Et c'est ce démenti qui a été fait. Voilà. Ce démenti qui a été fait, vous avez pu le constater qu'avant minuit, le président venu librement, voilà, dit qu'à la salle de la nation, que la CENI n'avait pas encore proclamé de résultats. Et que les résultats qui paradaient en ce moment sur certains ciels n'étaient pas ceux de la CENI. Et il a appelé les Ivoiriens au calme, parce que nous sommes toujours en train de travailler. Si vous êtes prêt au niveau de la revue, je voudrais qu'on revienne sur cet élément où nos confrères, sur lequel nos confrères Thomas Bayeshi est en train d'interroger le président de la CENI juste de la côté. C'était à 1 heure avant minuit. Merci. Je voudrais d'abord remercier les Ivoiriens d'être aussi patients. Nous avons, depuis la fin du scrutin, entrepris de faire un travail de validation des résultats qui nous parviennent des différentes régions de Côte d'Ivoire et bien entendu des différents bureaux de vote et des différentes commissions locales. Ce travail se poursuit. Nous ne l'avons pas encore achevé. Quand nous serons prêts, nous tournerons vers la télévision et nous communiquer les résultats de nos délibérations à l'ensemble de la population. Je veux donc leur demander d'être patient, d'être compréhensif, et puis de nous laisser le temps de travailler en toute sérénité. Nous sommes désolés des problèmes qui est sensible. Écoutez, il s'agit de problèmes d'une grande importance qui n'est pas encore mis, donc nous continuons de travailler. Il y a eu quelques incidents liés par rapport à la proclamation de ces résultats et par rapport à la contestation de certains commissaires. Oui, nous avons travaillé à faire en sorte que la paix revienne au sein de la commission. Et nous continuons de faire ce travail. Et c'est pourquoi je vous dis que nous sommes encore en train de poursuivre nos délibérations, lesquelles délibérations vont être acquises par consensus. Donc voilà le travail que nous faisons. C'est vrai que hier, il y a eu quelques actes regrettables, mais aujourd'hui, tout semble aller normalement. C'est bien, la question de minuit a été posée. Est-ce qu'après minuit, la CENI encore à compétence de vérifier pour donner un résultat? Je vais vous répondre qu'il n'est pas encore minuit. Merci.
informations, même quand le guide de la réunion se développe, comme radio et comme de travail parlent des résultats annoncés par la PMI. À cette heure, je viens de vous répondre que nous poursuivons notre travail. Cela signifie que nous n'avons communiqué à l'heure où je vous parle aucun résultat. Nous n'avons rien dit à qui que ce soit parce que nous n'avons pas achevé notre travail. C'est bon, hein? Voilà, Madame Antikas, commentaire après cette interview qu'on vient de voir, cette interview que Youssou Bakako a accordée à notre confrère Thomas Banissi, c'était à 1 heure du délai prévu par la Constitution. Qu'est-ce que cela vous suscite comme commentaire? Non, cela traduit effectivement la réalité de la situation que je décris tantôt. Ça veut dire que ce que je dis n'est pas surréaliste, ce que je dis n'est pas mensonger. Voilà. C'est exactement la vérité, puisque ça vient d'être attesté par le président. Voilà. Et donc, je fais en guise de démenti formel au résultat, au supposé résultat que certaines chaînes étrangères avaient commencé à propager. Voilà. Mais ce n'est pas de fait fortuit, de façon de ce qui se passe actuellement. Voilà. Puisqu'on était encore en pleine délibération. On n'avait pas encore de résultats définitifs. En fait, définitifs à livrer aux populations. Et déjà, certains sont étrangers balancent de l'information. Si on base, on sait pourquoi. De nature à créer le doute, le trouble, la confusion dans l'esprit des populations. Voilà. Et c'est ce que le président Bakayoko a rectifié en apportant ce démenti qui est un vis-à-vis aussi second à toutes ces chaînes qui suivaient pour leur pays respectif le scrutin électoral en Côte d'Ivoire. On a entendu dire aussi de là qu'il aurait été séquestré en plus de donner les résultats avant le délai. Est-ce que ça a été le cas? Vous l'avez vu, M. Bakayoko, en train de parler à 23 heures, libre dans son bureau. C'était en direct aux écritures, libre dans son bureau. Voilà. Il n'y a pas, je pense que c'est pas la vérité, c'est pas des choses justes. Donc il ne faut pas tenir compte que M. Bakayoko, durant tout ce temps, en tout cas, a travaillé en toute sérénité, en toute liberté. Et là, vous le voyez, il était très à l'aise, il n'avait aucune pression. Et c'est sur recommandation de la commission centrale qu'il a apporté ce diagnostic. Voilà. Et donc, on a toujours travaillé avec les gendarmes qui surveillent la CEI. Voilà, ils sont aux œuvres de M. Bakayoko. Et il n'y a pour la personne n'a voulu le menacer, personne n'a voulu lui intimider quelque ordre que ce soit. Voilà. La commission, c'est ce point vraiment à travailler dans la liberté, dans la clarté et dans la sincérité, sans aucune forme de pression. Bon, juste à minuit, ce mercredi 1er décembre 2010, vous n'arrivez pas encore à tomber d'accord sur certains résultats provisoires. Qu'avez-vous retenu pour la suite au sein de la commission centrale? D'autant plus que le délai de 3 jours prévu par la Constitution est arrivé à l'expiration. Donc on dit qu'effectivement, à l'expiration du délai de 112 heures, qui est un délai constitutionnel, le vice-président Amadou Soumaré, qui présidait la délibération, la séance de travail, a prévenu le président, voilà, pour que ensemble nous puissions constater que à minuit passé, nous avons été dans la capacité de donner les résultats du deuxième tour du scrutin présidentiel. Et il a résumé la situation vraiment en toute objectivité. Ça c'était à minuit passé quelques minutes. Voilà, minuit passé quelques minutes. Et il a résumé la situation en toute objectivité. Il a dit au président que nous avons travaillé toute cette journée, nous sommes tombés d'accord sur certaines régions, 14 notamment, nous ne sommes pas tombés d'accord sur 5 qui font l'objet de dissensions graves. Et donc, nous voulons soumettre ce constat-là au président Bakayoko afin que nous puissions en tirer les conséquences. Voilà. Et donc, il a fait le résumé de ce que nous avons fait en toute objectivité. Voilà. Il nous fait question maintenant que cela soit fonctionné par un procès verbal. Voilà. Un peu de différence, puisque nous avons été dans la capacité de pouvoir donner les résultats.
Donc, le président a demandé à un de ses vice-présidents, à l'un de ses secrétaires permanents adjoints, M. Baouré, de faire une bouche de procès verbal que nous allions valider le lendemain à 9h. Voilà. Donc, il était question, lorsqu'on se séparait ce mercredi nuit passé, il était question que la commission centrale, dans sa totalité, se retrouve le lendemain, jeudi, au siège de la commission, pour adopter le projet de carence et transmettre le dossier au Conseil constitutionnel. Voilà comment nous sommes séparés. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Vous êtes passé à faire mon cours. Par la suite, effectivement, le jeudi, on ne nous a pas appelé. On ne nous a pas appelé, mais vous savez, dans cette période de travail de problèmes techniques, donc le réseau pour que vous pouvez le faire venir, bon, chacun a pris la responsabilité de se rendre au siège de l'institution. Donc effectivement, à 12h, un certain nombre de commissaires étaient présents à la série. Mais il n'y avait pas de président. Le président Bakaké n'était pas. Voilà. Et par la suite, on a appris qu'il était au golf à l'invitation du Premier ministre pour échanger avec lui. On n'a pas trouvé cette situation anormale. Que le président de la CEI, le président de l'institution, aille faire le point au Premier ministre qui est garant de la sortie de crise. On n'a pas trouvé cela du tout suspect. Ça rentre dans le fonctionnement normal de l'institution. Donc, on a attendu tous les jours, donc on était en place. Midi, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h, pas de président. Et c'est à ce moment qu'on apprend, sur dans le réunion de cette chaîne étrangère, que la CEI a proclamé le résultat. Mais quel résultat la CEI a proclamé? Quel résultat? On se pose la question. On se pose la question. Et nous, on continue toujours d'attendre le président. On continue toujours d'attendre le président. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps pour que des chaînes annoncent des résultats de la CEI que nous ignorons totalement? Voilà. Et je veux dire qu'il ne revient pas au président, encore moins à un commissaire. Voilà. Il y a des éléments de proclamer les résultats d'une élection présidentielle. Bon. Il ne revient pas au président de le faire. C'est la commission centrale, qui est l'organe exécutif, qui est chargé de proclamer les résultats. C'est-à-dire l'ensemble des 31 commissaires qui proclament les résultats. Qui validé parce que voilà. Et chaque commissaire a une copie de son résultat. A une procès verbal de travaux. Et a une copie de son résultat. C'est comme ça se passe au premier tour. Vous nous avez dit tous derrière M. Bakaïko. Vous nous avez tous vous réunis autour de vous et vous proclamez le résultat. C'est comme ça que ça se passe. Au siège de notre institution et devant la télévision nationale. C'est tout ce qui s'est passé. Voilà. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas de résultats. En tant que commission centrale, je n'ai pas les résultats de la CEI. Je ne les ai pas. Je n'ai pas les résultats du scrutin. Je ne les ai pas. Et je vous dis en tout cas, demandez à n'importe quel commissaire, on n'a pas les résultats. Quel résultat M. Bakaïko a proclamé? Nous n'en savons. Nous n'en avons aucune idée. J'ai envie de retourner à votre délibération. Vous étiez à quel niveau de résultats et qui devançait qui lorsque vous êtes entendu sur certains résultats? Sur les 14 régions qui n'ont pas fait, qui ont fait le goût de consensus, voilà. Sur les 14 régions qui ont fait le goût de consensus, M. Laurent Gbagbo était largement en avance sur son adversaire. Était largement en avance sur son adversaire. Voilà. Les seuls autres qui n'ont pas été, qui ont fait l'objet de dissensions, des débats, on ne les a pas consolidés, et donc on ne peut pas savoir exactement, voilà, ce qu'ils donnent comme résultat. Donc aujourd'hui, vous vous fiez à quel résultat? Non, aujourd'hui, on se fie au résultat du Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, on se fie au résultat du Conseil constitutionnel. Je l'ai dit, la commission électorale indépendante a été malheureusement défaillante. Elle a été défaillante. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais moi personnellement, j'ai un grand respect pour le président de la commission. Voilà. C'est un grand homme qui a assumé des responsabilités importantes
Et je me dis que c'est eux qui est très modéré, et qui tient compte de tout le monde, qui écoute tout le monde. En tout cas, le président idéal, dans ce moment, ces nouvelles, vous les connaissez. Et donc aujourd'hui, on n'a aucune nouvelle du président. Et on continue de l'attendre pour qu'il nous explique ce qui s'est passé. On continue d'attendre M. Bakayoko. Il nous doit des explications. On annonce que c'est lui qui a annoncé les résultats. L'a-t-il fait de son propre chef? L'a-t-il été contraint? A-t-il été contraint de le faire? Nous n'en avons plus idée. Il faut qu'il nous explique. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel résultat il a donné? Comment il les a donnés? Et pourquoi il s'est retrouvé dans un hôtel qui savait être le plus jeune d'un candidat? Mais les commissaires sont pro RAGP. Peut-être qu'il y avait... Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'en ai aucune idée. Et c'est pour ça que je continue. Il faut qu'il donne penser ma soif d'information. Il faut que je sache ce qui s'est passé en tant que commissaire. La Côte d'Ivoire nous a confié une mission d'intérêt national. Et il est important qu'on puisse dire à l'Ivoire ce qui s'est passé. Que Bakayoko vient m'expliquer, le président Bakayoko vient m'expliquer exactement ce qui s'est passé. Oui, et nous continuons de l'attendre. Pour qu'il nous explique. Nous n'avons pas de résultats. Et on apprend quel résultat nous ne sommes pas. Mais cette situation a pour conséquence de jeter la Côte d'Ivoire dans un moment d'incertitude, de doute, et c'est tout ce que ça entraîne. Je voudrais là-dessus que vous dites un mot. La communauté internationale reconnaît que les résultats proclamés par le président de la CEI, vous en tant que membre de la commission centrale de cette CEI-là, comment vous voyez c'est même pas en tant que membre, c'est en tant qu'être normal, d'abord. En tant qu'être normal qui a toutes ses facultés, je ne peux pas, on ne peut pas prendre acte, sinon on ne peut pas valider des élections qui ne sont que provisoires. Si vous avez toutes vos capacités intellectuelles, les résultats, voilà, vos capacités intellectuelles morales en place, vous pouvez prendre acte des résultats qui ne sont que provisoires. Mais enfin, là, dans le processus électoral en Côte d'Ivoire, il y a deux grandes institutions qui interviennent. Il y a la commission électorale indépendante qui organise et supervise et qui donne les résultats provisoires. Et il y a le conseil constitutionnel qui donne les résultats définitifs. Après, vous avez analysé effectivement les requêtes. Le conseil constitutionnel est juge des élections en Côte d'Ivoire. Il est juge des élections en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui a pu se passer pour que ce conseil constitutionnel, à qui la CEI a transmis la liste des 20 candidats, de 20 personnes qui ont fait acte de candidature, et qui en a retenu 14 pour la proposition finale. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Pour que ce même conseil constitutionnel qui a validé les résultats du premier tour, qui a proclamé les résultats définitifs du premier tour, alors qu'il y avait une requête de M. Henri Konan Boudier qui a été jugé irrecevable. Et donc qui a validé les résultats du deuxième tour. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour que le deuxième tour on puisse lier à cette institution son pouvoir régalien de donner les résultats définitifs du second tour. On apprend ici oui, que le conseil constitutionnel est dirigé par un ami de Gbagbo. Donc ça veut dire ce qu'il dit n'est pas crédible. Oui, le conseil constitutionnel est dirigé par un proche de Gbagbo, donc ce qu'il dit n'est pas crédible. Mais si on veut raisonner comme ça, on ne reconnaîtrait pas les résultats de la commission électorale indépendante. Parce que c'est dirigé par un militant du RSDP. M. Bakayoko est militant du PDCI. Et c'est à ce titre qu'il est président de la commission électorale indépendante. Si on veut raisonner ainsi, il y a eu certaines catégories de gouvernements qui ne vont pas reconnaître les résultats de la CEI. Parce que simplement, c'est donné par un militant du PDCI. Mais vous voyez, il faut qu'on fasse attention. Voilà. Il faut qu'on fasse attention et qu'on ne soit pas léger comme ça dans l'appréciation de situation. Voilà. Je voudrais qu'on termine avec cette question-là. Comment vous, dans mon application, le commissaire central de la CEI, vous voyez la sortie de cette sorte d'impasse que traverse la Côte d'Ivoire?
Oui, mais ce que je voulais dire, je voulais revenir un peu sur la question passée. Je ne sais pas pourquoi la communauté internationale souhaite que M. Laurent Gbagbo nomme ses adversaires dans les emplois supérieurs de l'État. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi on peut dénier à un président de la République qui est président légitime et qui est titulaire de la signature le droit de nommer qui il veut aux emplois supérieurs de l'État. Mais quand on prend les États-Unis et on parle de l'administration Barack Obama, c'est parce qu'il est le président des États-Unis et à ce titre, il va en guerre. Je veux parler de guerre, c'est-à-dire dans la gestion des affaires de l'État. Il y va avec ses amis, avec ses proches. Vous répondez à quelle question là? Je réponds à la question qui discrédite le Conseil constitutionnel parce que simplement le Conseil constitutionnel est dirigé par M. Yaoundé qui est un proche du président de la République. Je réponds à ça. Je veux dire que dans l'État, le chef de l'État nomme celui qu'il veut. Voilà. Et c'est pourquoi aux États-Unis on parle de l'administration Barack Obama. En France on parle de l'administration Sarkozy. Voilà. En Côte d'Ivoire on parle de l'administration Gbagbo. Mais ça joue dans les juridictions suprêmes. Oui, mais c'est tout ça, comme les institutions de la République, les autres fonctions de l'État. Voilà. Au Conseil constitutionnel en France, c'est bien la signature de Sarkozy qui fait de citoyens français membres du Conseil constitutionnel. C'est ça. On a jamais bien le président nommer un cadre du Conseil constitutionnel ou bien nommer une autre administration de l'État. Oui. Donc, peu importe ce qui est valable chez eux, ils le dénient à nos États. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Et Gbagbo, Laurent, a nommé tout. Pourquoi voulez-vous dire que ce soit mon adversaire le plus ridicule qui le nomme à certains postes? Donc, c'est pas les conseils, les conditions de la personne qui est nommée, qui crédibilise son action. Non. C'est la légitimité dont il jouit. C'est la légitimité dont il joue. Et M. Yaoundé a été nommé à la tête du Conseil constitutionnel. Mais il a fait un travail remarquable. Depuis la validation de candidature, en passant par le premier tour, il a fait un travail remarquable. Il a fait l'objet d'aucune contestation. Et de la part de la France, et de la part des États-Unis, et de la communauté internationale. Voilà. Donc je ne comprends pas pourquoi au dernier tour, on lui donne ce rôle de pouvoir tracer un dernier ressort. Répondez à la dernière question. Comment voyez-vous la sortie de cette impasse-là? La sortie de cette impasse, je voulais d'abord interpeller la communauté internationale. Parce que c'est elle qui fait tout d'abord en Côte d'Ivoire. Elle est venue ici pour nous aider. Il faut qu'elle nous aide. C'est tout. Maintenant, si elle ne peut pas nous aider, qu'elle nous laisse régler le problème. Parce qu'en ce qui concerne les Ivoiriens, je ne pense pas qu'il y ait de problème qui ne puisse trouver solution. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, le président Laurent Gbagbo a toujours tendu la main à son adversaire. Parce qu'il estime que c'est dans une direction commune, voilà, que nous allons sortir le pays de cette impasse-là. Et aujourd'hui encore, il a tendu la main. Voilà, à ses opposants. Mais vous savez, pour aller à une négociation, il faut deux. Pour parler, il faut deux. Voilà. Et donc, si vraiment en face, nous frères ont pour objectif, ont pour ambition que nous sortions de cette situation qui n'a que trop duré, qu'ils acceptent la main du président et qu'ils discutent dans l'ordre républicain pour trouver une solution à la crise. Mais si vraiment il n'a pas de réponse en face, si vraiment les frères sont arc-boutés sur leur position, mais il sera obligé. Parce qu'il a une obligation aussi de diriger le pays. Et vous le voyez, il continue de travailler en dépit de ce qui se passe. Il a tenu un conseil des ministres, il a demandé à ses ministres de se mettre au travail. Et ça se fait normalement. Donc j'invite véritablement tous les opposants, voilà, à revenir dans la République, à faire un effort sur eux-mêmes. Parce que les Ivoiriens les regardent. Trop de sang a été coulé inutilement. Il faut qu'on puisse sortir de cela. Voilà. Ce n'est pas forcément la tête du pays qu'on peut se rendre utile à la République et donc ils viennent et qu'ils discutent franchement, sincèrement
avec Laurent Gbagbo pour trouver une issue à la crise. Aux Ivoiriens, je voulais leur demander de rester serrés. Voilà. Il faut qu'on arrête de dire que voilà, la nouvelle arrive, le fait arrive, ils n'ont qu'à envahir les marchés, les magasins pour faire plaisir à leurs enfants, à leurs proches, ils n'ont qu'à aller au travail. Et le président de la République, après le conseil de ministre, la dernière fois. Donc allez-y au travail. Il faut qu'ils partent au travail. Dans la vigilance, dans la sérénité, prêt à toute réaction, mais il faut qu'ils aillent au travail. Parce que c'est notre pays. Il faut qu'on travaille pour le développer. Il faut qu'on travaille pour le sortir de cette impasse-là. Personne, autre pays pourra le faire. Donc il faut qu'on parte au travail. Et il faut qu'il y ait l'animation quotidienne, classique, dans les quartiers, dans les boîtes de nuit, dans les marchés, dans les supermarchés. Montrer qu'on n'a pas de problème. Entre nous, on n'a pas de problème. Voilà ce que je voulais dire pour terminer cet entretien. Merci Damana Adjaptikas. Damana Adjaptikas est commissaire central de la CEI. Avec lui, nous avons tenté d'avoir une clé de sortie de cette impasse. Il a parlé bien entendu du manque de consensus au sein de la CEI, mais vous comprenez bien que l'autre clé du ministère est détenue par Youssou Bagako, qui est le président de la CEI, qui a proclamé des résultats provisoires en dehors du délai et en dehors du cadre qu'il fallait. Merci à tous. Bonne suite de programme sur la première.